Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la célébration tournante des fêtes de l'indépendance favorise le développement économique des villes. C'est le cas de Mamou en Guinée qui doit prochainement accueillir les festivités de la fête nationale guinéenne. 1994-2014, voilà 20 ans que l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a été créée. Pour célébrer cet anniversaire, les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays membres se sont retrouvés à Ouagadougou ce lundi pour évaluer le parcours de l'institution. Les rencontres avec de jeunes amateurs de kung-fu en fin d'édition, des jeunes Ougandais qui s'adonnent à la pratique des arts martiaux dans la banlieue de Kampala, des performances dont les réalisateurs raffolent. Mais tout d'abord, verdict dans l'affaire Oscar Pistorius ce mardi. L'athlète olympique sud-africain qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire sur sa compagne Riva Steenkamp écope pour ce chef d'accusation de 5 ans de prison ferme. Le procureur avait requis 10 ans de détention. La défense avait quant à elle demandé une peine d'arrêt domiciliaire assortie d'un travail d'intérêt général. Proposition rejetée par la juge qui l'a d'ailleurs condamné également à 3 ans de prison avec sursis pour port d'armes. Le président guinéen Alpha Condé était à Mamou le week-end dernier. La ville devait accueillir le 2 octobre la fête nationale de l'indépendance, mais les festivités ont été décalées du fait de l'épidémie d'Ebola. Un report qui n'empêche pas la construction de plusieurs infrastructures dans la région et qui favorise inévitablement son développement économique. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Les chantiers de l'indépendance évoluent à Mamou, au centre de la Guinée. Alors que les festivités commémoratives sont reportées à cause du virus Ebola, le chef de l'État guinéen s'est rendu ce week-end dans cette région pour constater l'avancée des travaux. Depuis son élection en 2010, le président guinéen Alpha Condé a initié la célébration tournante de la fête de l'indépendance nationale dans le pays. Dans les rues de Mamou, l'initiative présidentielle paraît comme un vecteur de développement des régions à un rythme accéléré. Alpha nous a montré ce qu'on ne connaissait pas. L'affaire des cinquantenaires, les Guinéens ne connaissaient pas. On peinturait qu'on a écrit les bois, on nous dit c'est les cinquantenaires. Maintenant, on a vu que chaque cinquantenaire peut travailler. On a vu ce qu'on n'a jamais vu. Ce que le président a fait pour nous, les Guinéens, surtout le Mamounais. Premièrement, nous sommes contents avec la fierté ce qu'ils ont fait pour Mamou. Nous sommes contents aussi avec la ville qui sont construits à la ville de Mamou. Le report de la célébration de l'an 56 de l'indépendance nationale favorise l'évolution des travaux dont l'exécution est estimée à 75%. À Mamou, alors que personne ne s'y attendait, le président Condé explique le choix de la ville de Mamou pour abriter la célébration prochainement des festivités de l'indépendance nationale. Nous voulons développer toutes les préfectures. Pourquoi j'ai choisi Mamou? Mamou est le carrefour. Quand vous quittez Conakry pour aller en Guinée, pour aller à Fouta, vous êtes obligé de passer par Mamou. Et Mamou, toutes les communautés sont là. La troisième chose, Mamou n'a pas bénéficié de beaucoup d'infrastructures. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut quand même faire en sorte que chacun bénéficie d'infrastructures. Près de 400 milliards de francs guinéens, soit 4 millions d'euros, sont investis dans ce programme de développement de la région de Mamou. Le président Alpha Condé a visité la quasi-totalité des chantiers de l'indépendance et est allé à la rencontre des populations dans une région réputée être le fief de son principal opposant. Le président tanzanien Jakaya Kikwete a invité les deux rivaux sud-soudanais, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, pour discuter de la crise actuelle au Sud-Soudan et tenter d'y mettre fin. Pour rappel, le pays est secoué depuis le mois de décembre 2013 par des affrontements entre l'armée régulière fidèle au président Salva Kiir et les groupes armés de Riek Machar. Des affrontements qui ont fait des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a célébré son 20e anniversaire ce lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'institution, qui regroupe 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, est un espace d'une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés avec plus de 100 millions d'habitants, soit 30% de la population de la sous-région. L'institution, depuis sa création, a concrétisé de nombreux projets, dont l'adoption de politiques communes dans les secteurs agricoles, industriels, miniers, énergétiques et environnementaux. Retour sur 20 ans d'action menée en faveur du continent avec notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, célèbre ses 20 ans.
En effet, c'est sous le thème « L'UEMOA 20 ans les voies d'un développement solidaire » que l'espace communautaire créé à Dakar a commémoré ces 2 décennies de vie ce lundi 20 octobre à Ouagadougou au Burkina Faso. 2 décennies au cours desquelles, selon ses responsables, des acquis ont été engrangés. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA, des réalisations faites au profit des populations de l'espace. L'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui en font aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent. C'est ainsi qu'un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité organise la conduite de nos politiques macroéconomiques. L'union douanière est acquise avec la libéralisation des échanges intercommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. Des politiques et programmes communs ont été adoptés et sont développés dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, des mines, de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, des transports, pour ne citer que cela. Malgré les efforts consentis, des défis restent à relever. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA. Des réalisations faites au profit des populations de l'espace, stabilité économique des 8 pays membres. Une attention soutenue doit être accordée à la mise en œuvre du chantier commun, paix et sécurité, en réponse aux diverses menaces qui brident nos efforts de développement et qui se posent en termes de montée du terrorisme, des extrémismes religieux, de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Nous devons nous investir pleinement dans ce chantier afin de créer un espace de paix et de sécurité, de stabilité institutionnelle et politique dans notre sous-région ouest-africaine et sur le continent en général. Créé le 10 janvier 1994, l'UEMOA, c'est un espace de plus de 3 millions de kilomètres carrés pour une population de près de 100 millions d'habitants. Notons cependant que la libre circulation, qui est un levier de développement, n'est pas effective dans l'espace. Le gouvernement nigérian a annoncé ce 17 octobre un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram qui prévoyait notamment la libération des 217 jeunes lycéennes toujours retenues en otage. Les violences de ce week-end attribuées à de présumés combattants du groupe terroriste ont remis en question la crédibilité de cet accord. Aujourd'hui, la population est partagée entre doute et espoir. Hanan Faro. L'accord de cessez-le-feu avec Boko Haram fait la une de la presse nigérienne ce lundi. Annoncé ce vendredi par le chef d'état-major de l'armée et le premier secrétaire de la présidence nigériane, la réalité d'un compromis avec les insurgés ne convainc pas dans les rues de Lagos. Comment être sûr que ces gens vont vraiment appliquer le cessez-le-feu? Comment leur faire confiance? Nous ne connaissons pas les détails de l'accord. Pourquoi ne pas les donner? Qu'ont-ils négocié? Les conditions de l'accord entre les autorités nigérianes et Boko Haram restent inconnues. On sait que pour le moment, aucun accord n'a encore été conclu pour la libération des plus de 200 lycéennes kidnappées il y a 6 mois. Pour le reste des négociations, les autorités restent évasives. Les discussions concernent essentiellement l'insécurité générale dans le nord-est et aussi la nécessité de sauver tous les captifs des terroristes, y compris les lycéennes de Chibok. En dépit de l'accord annoncé par le Nigeria, les violences se poursuivent. Ce week-end, une attaque sur une route de l'État de Borno aurait fait 8 morts. Une trentaine de personnes auraient également été tuées lors d'un raid sur un village. Des informations difficiles à vérifier en raison de l'instauration de l'état d'urgence dans le nord-est du pays. Ce dimanche, des responsables de l'armée et des services de sécurité nigérians ont émis des doutes sur la réalité de ces attaques de Boko Haram.
Ouakaliga, une banlieue de la capitale ougandaise, Kampala. Ici, plusieurs enfants sont formés aux arts martiaux, techniques de combat, force, souplesse et aussi et surtout maîtrise de soi. L'art martial combine performance physique et performance mentale. Et ici à Kampala, au-delà d'apprendre le kung-fu, ces amateurs s'entraînent aussi à devenir acteurs. Et pour cause, les cinéastes ougandais font en effet de plus en plus appel à ces enfants pour jouer dans leurs films. Hanan Faro. On les appelle les étoiles de Wakaliwood. Ces enfants ougandais ont entre 4 et 9 ans. Disciples des arts martiaux, ils s'entraînent avec un objectif bien précis. Mon rêve est d'être une star de cinéma quand je serai grande. J'ai déjà joué dans un film où j'ai utilisé mes compétences en kung-fu. Les arts martiaux aident les enfants de deux manières. À agir dans les films d'action d'abord, cela a aussi un impact sur leur discipline lorsqu'ils vaquent à leurs occupations normales. Certains de ces petits as des arts martiaux ont déjà fait des apparitions dans des films locaux. L'idée d'apprendre le kung-fu aux enfants a germé du côté de l'industrie cinématographique communément appelée Ougawood, une manière d'impliquer les enfants dans le 7e art. J'ai l'impression que si j'entraîne ces enfants, je leur apprends à agir. Cela aidera aussi l'industrie à se développer. C'est ce qui manque dans ce secteur. Face à la caméra, les disciples en herbe du kung-fu s'adonnent à l'attaque et à la défense, un exercice d'éveil corporel qui forme également à la maîtrise de soi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.